intestinale qui va être responsable d'une malabsorption des graisses et malabsorption des vitamines liposolubles, donc ADEK. De l'autre côté, il y aura une rétention des acides biliaires dans le foie et le sang, ce qui va entraîner le prurite, ainsi les lésions hépatocellulaires qui sont l'hypertension portale, l'insuffisance hépatocellulaire et la fibrose qui peut donner à long terme et dans la chronicité une cirrhose. La clinique. Donc, donc le diagnostic est purement clinique. C'est une observation de la couleur des selles. Donc, une couleur des selles, comme vous voyez sur l'image, à gauche, c'est une coloration normale des selles chez un nouveau-né, ou bien un nourrisson. Et là, on a deux couleurs différentes. Donc, une coloration blanchâtre et une coloration intermittente. Donc, la décoloration peut être complète et totale, sinon incomplète, intermittente. Donc, il ne faut pas hésiter à couper les selles pour voir, parce que parfois, on a une coloration normale de l'extérieur, on coupe et on trouve une décoloration à l'intérieur. Urine foncée, comme vous voyez, aspect du thé. Donc, vous voyez ici la coloration des selles du nouveau-né. Donc, à droite, c'est la coloration normale, jaune, d'or, bronze et vert. Et à gauche, c'est la coloration anormale, donc allant du blanc jusqu'au beige. Faites attention à l'examen des selles. La clinique, c'est une clinique qui cherchera une hépatomégalie à rechercher systématiquement une splénomégalie et d'autres signes qui peuvent s'associer, une douleur abdominale, des vomissements, un prurite, une entéropathie exudative, malnutrition, rachitisme et d'autres. Clinique, c'est les signes de gravité. Donc, il faut chercher aussi, parfois le malade vient dans une étape tardive et on va voir des signes, par exemple, d'hypertension portale, splénomégalie, hypersplénisme, circulation collatérale, hémorragie par hématémèse, rupture des varices œsophagiennes ou bien rectorragie par rupture des veines rectales. Signe de gravité, l'encéphalopathie hépatique et la cirrhose. Vous allez regarder là la classification des entéropathies hépatiques qui va du stade 1, inversion du rythme du sommeil hépatique, jusqu'au stade 4 et 5, coma, et avec des anomalies d'intelligence neurologique et anomalies biologiques. Quel bilan réaliser? Donc, on doit premièrement confirmer la cholestase. Donc, on a une cholestase clinique, on doit la confirmer biologiquement. On doit évaluer la gravité de cette cholestase. Donc, pour chercher l'urgence et les complications. Et on va chercher l'étiologie. Le bilan hépatique, pour confirmer la cholestase, il faut faire quelques bilans. Il ne faut pas faire beaucoup de bilans. On a une bilirubine totale et conjuguée. On parle du cholestase si la bilirubine directe ou conjuguée est supérieure à 10% de la totale de la bilirubine. On doit aussi doser les transaminases, azate et alate, qui sont les marqueurs de cytologie hépatique. Mais entre parenthèses, l'azate peut être également marqueur musculaire. Faites attention. La phosphatase alcaline, élevée aussi dans les cholestases, mais aussi dans les affections osseuses. Gamma-GT, elle est très sensible, mais plus spécifique. Il faut la doser. Chercher une insuffisance hépatocellulaire, et cela par le dosage des facteurs de coagulation dont le sel doit être inférieur à 50%. Faire une albuminémie exclusivement synthétisée par le foie. Donc, si elle est basse, donc ça reflète une insuffisance hépatocellulaire. Qu'est-ce que je fais aussi? Je confirme aussi par une échographie qui va voir le foie, sa taille, ses contours, écostructure, homogénéité, voie biliaire, vésicule. Un Doppler, si nécessaire. La biopsie hépatique, le recours à la biopsie n'est pas systématique, elle est de moins en moins utilisée. Ces indications sont bien précises si tout le bilan étiologique est négatif. Donc, il ne faut pas se précipiter à demander une biopsie car elle n'a pas de grande valeur dans l'étiologie ou bien le diagnostic d'une cholestase. Donc, elle permettra à la recherche d'une cirrhose, surtout une fibrose, des thrombosis biliaires, rechercher par exemple les signes en faveur d'une paucité des voies biliaires, des hépatocytes multinucléaires géants dans les pathologies de surcharge. Diagnostic étiologique. Donc, arrivons au diagnostic étiologique après avoir vu la clinique et les signes de gravité. Donc, repose sur une bonne anamnèse. Donc, il faut faire une très bonne anamnèse, un examen clinique très bien fait, méticuleux. Donc, voir l'âge de l'enfant, c'est important. Est-ce que c'est un nouveau-né? Est-ce que c'est un nourrisson? Est-ce que c'est un grand enfant? Faire une échographie abdominale, siège qui permettra de voir à peu près le siège de la cholestase et surtout rechercher une dilatation des voies biliaires.
faire un bilan biologique, à savoir les gamma GT, et chercher une insuffisance hépatocellulaire d'apparition précoce qui va nous aider dans notre enquête étiologique. Donc, regardez ici un tableau qui va parler des antécédents et des examens cliniques. Donc, une simple constatation anamnésique et clinique peut guider vers des pathologies sans même faire un bilan. Par exemple, petit poids de naissance, une phytopathie, un syndrome d'Alagille, la consanguinité vers les maladies métaboliques, l'hypoglycémie néonatale sévère, chercher la composante endocrinienne, intervalle libre dans certaines pathologies métaboliques, mais surtout la lithiase et la perforation, l'examen clinique, une hépatomégalie importante ferme, une atrésie, institut versus une atrésie, une fièvre, des infections telles urinaire, lithiase, perforation, micropénis dans les insuffisances endocriniennes, tout persistante mucoviscidose, anasarque, phytopathie. Donc, une simple anamnèse avec un bon examen clinique peut quand même nous orienter vers beaucoup de pathologies. Les étiologies selon le mécanisme. Donc, on a parlé d'atteinte hépatocytaire, donc au niveau de l'hépatocyte lui-même, donc un déficit de synthèse, un déficit de transport, un déficit de sécrétion. Donc, c'est les causes intrahépatiques qui peuvent être génétiques ou non génétiques. On a les atteintes canaliculaires, atrophie, obstruction. Donc, c'est les causes extra-hépatiques, et on a les atteintes des voies biliaires, c'est la cause extra-hépatique, les atteintes des voies biliaires, et les atteintes caniculaires, c'est les causes extra-hépatiques. Étiologie à la période néonatale. Cholestase intra-extra-hépatique, j'ai commencé par cette cholestase parce qu'il y a une pathologie très importante à ne pas passer à côté. Donc, une décoloration franche et persistante des selles va nous amener à faire une échographie. S'il y a une dilatation des voies biliaires, et on est dans les cholestases extra-hépatiques, s'il n'y a pas, donc on a une atrésie des voies biliaires jusqu'à preuve de contraire. Toute cholestase chez le nouveau-né est une atrésie des voies biliaires jusqu'à preuve de contraire. Véritable urgence diagnostique et hépatique, la cause la plus fréquente des cholestases néonatales. C'est une cholangiopathie fibrosante oblitérante des voies biliaires intra-extra-hépatiques, début anténatal et se poursuit en postnatal. C'est une maladie très grave, première cause de transplantation pédiatrie, mécanisme varié, ischémie virale, immunologique, à évoquer en premier temps, même chez le nourrisson, devant toute cholestase. L'atrésie des voies biliaires a deux tableaux cliniques. Le plus évident, connu par tout le monde, c'est l'atrésie non syndromique, qui présente plus de 90% des cas. C'est une anomalie isolée de la biliaire. Et le syndromique qui associe d'autres pathologies, il représente 10 à 25% des cas. Donc, dans l'atrésie des voies biliaires non syndromiques, l'enfant généralement est en bon état de santé, donc ça, faire attention. Avec une décoloration totale permanente, une biologie parlante, une radiologie souvent parlante, mais parfois peut-être normale. Dans l'autre côté, il faut chercher des autres anomalies, à savoir le syndrome polysplénique, les anomalies digestives et les anomalies cardiaques. Atrésie, diagnostic difficile. Donc, le premier cas, c'était un diagnostic facile, tout est là, mais il y a certaines situations où le diagnostic est moins évident, c'est partiellement décoloré, sa majorité légèrement élevée et surtout une échographie normale. Elle peut être normale dans 20% des cas, donc faites attention, une échographie normale n'élimine pas une cholestase. Classification, donc il y a 4 types de cholestase. La plus fréquente, c'est le type 4. C'est une atrésie de tout le canal biliaire extra-hépatique. Traitement, c'est le meilleur traitement, c'est le Kasai avant les 3 premières semaines de vie, c'est possible. Sinon, on passe à la transplantation hépatique. Je ne peux pas parler de l'atrésie des voies biliaires sans parler de la grande cohorte française, donc, qui a été faite de 1986 à 2009, chapeautée par le professeur Chardot, et qui a ramassé tous les atrésies de la France sur plus de 24 centres. Donc, ils avaient 1107 atrésies, dont 1044 ont subi un Kasai et 542 une transplantation. Certains malades n'ont pas eu de transplantation, ils sont toujours vivants. Ici, à droite, vous pouvez voir la survie par rapport à l'âge du Kasai. Donc, en blanc, c'est l'âge à l'intervalle de Kasai, moins de 30 jours. Donc, c'est la survie la plus importante.
Donc, je reviens à mon tableau. Donc, décoloration franche et persistante, ce n'est pas une atrésie des voies biliaires. Bon, je suis sûre que ce n'est pas une atrésie. Donc, avant de penser à la prolongée sclérosante, je dois éliminer trois autres pathologies médicales dont peuvent se manifester par la même chose, une décoloration totale. Donc, on a le syndrome d'Alagille, la mucoviscidose et le déficit en antitrypsine. Le déficit en alpha-antitrypsine, c'est une maladie à transmission autosomique récessive, 5 à 10%. Il n'y a pas d'atteinte pulmonaire. Elle peut aller vers la cirrhose dans 30% des cas. Absence de pic alpha-globulin, donc c'est facile à doser avec un dosage inférieur à 0,8. L'étude génétique retrouve le PIS et le diagnostic anténatal est possible. La mucoviscidose, vous connaissez tous. Donc, c'est une maladie autosomique récessive et l'atteinte hépatique est principalement conséquence d'une obstruction des voies biliaires par le mucus anormal et défaut de sécrétion du chlore par les cellules épithéliales de la vésicule biliaire. Le syndrome d'Alagille, donc vous connaissez tous. Donc, c'est une maladie autosomique récessive également avec mutation du gène JAGAD sur le chromosome 20. Donc, il y a donc 10 à 15% des cholestérol néonatales quand même, et chez nos nourrissons aussi. Il y a des critères majeurs et d'autres mineurs. Donc, les critères majeurs, comme vous pouvez voir, le passage particulier, front bombé, petit montant, pointu, hyperkylorique, l'embryotoxon, les anomalies vertébrales en aile de papillon, la sinose périphérique des branches de l'artère pulmonaire à l'écho-cœur et la cholestase chronique, critères mineurs, retard de croissance, retard mental, pubertaire, atteinte rénale. Le diagnostic est posé sur au moins trois critères majeurs sur les 5. Et le diagnostic se fait par l'ANAPA qui trouve une absence paucité des voies biliaires. L'évolution peut se faire vers la cirrhose et l'indication de transplantation est indiquée quand même et parfois par un simple prurite sévère invalidant, qui est très important dans cette maladie. Donc, ce n'est pas une atrésie, ce n'est pas une alpha-antitrypsine, ce n'est pas une mucoviscidose, ce n'est pas un syndrome d'Alagille. Peut-être c'est une prolongée sclérosante à début néonatal, donc 2,5% des cas de ossification des voies biliaires par la cholangiographie. L'évolution caractérisée par un ictère qui peut régresser pour réapparaître à l'âge adulte ou nourrisson. Donc, les cholestases extra-hépatiques sont purement chirurgicales. Donc, à craindre, c'est les cholestases, donc devant toute cholestase extra-hépatique par dilatation à l'échographie des voies biliaires, il faut toujours rechercher et craindre une prolongée bactérienne, une pancréatite aiguë et une hypertonite biliaire. Donc, il y a dont on va parler, il y a la lycèse biliaire. Donc, la lycèse biliaire du cholédoque peut induire une cholestase et la présentation peut se faire sous forme de sel alcoolique intermittente. Donc, la prise en charge, s'il n'y a pas d'infection, on surveille. S'il y a une prolongée, si c'est une urgence, s'il n'y a pas, on doit attendre 15 jours à 21 jours pour faire une cholangiographie, essayer de faire un traitement par lavage-drainage. Chez ECF, on va vers la chirurgie. Donc, c'est chirurgical. Donc, vous trouvez, vous envoyez au chirurgien. La kyste du cholédoque, dilatation congénitale de la voie biliaire principale, kyste du cholédoque, très rare, prédominance féminine avec forme anatomique très polymorphe, classification de taux d'ADN. Le diagnostic anténatal est possible. Donc, on a terminé avec le nouveau-né, on va parler du nourrisson, et c'est les mêmes pathologies presque du nouveau-né. Donc, on va parler échographie abdominale, il y a une dilatation, c'est toujours les causes extra-hépatiques, pas de dilatation, là, il faut doser le gamma-GT. S'il est augmenté, on a des pathologies, s'il est normal, on a d'autres. Les cholestases du nourrisson intra-hépatique, donc cause génétique et cause non génétique. J'ai déjà parlé du syndrome d'Alagille, déficit antitrypsine, de la mucoviscidose. Donc, on va parler de deux autres pathologies très importantes à connaître et à considérer en pédiatrie. La cholestase fibrinogène familiale, ce qu'on appelle le Byler's disease. Donc, c'est une maladie autosomique récessive. Il y a trois types, deux avec gamma-GT normale, c'est le PIF A2, et une avec une gamma-GT augmentée. Elle se manifeste cliniquement par tableaux divers. Donc, dans les deux premiers, on a un prurite, donc le tableau n'est pas très alarmant. Apparition tardive dans le PIF 1, diarrhée, mais dans le PIF 2, il y a possibilité d'un carcinome, donc il faut surveiller les alpha-phytoprotéines. Le PIF 3, donc, c'est un tableau plus dramatique qui donne des hypertensions portales, des cirrhoses et qui peut demander une transplantation.
donc, les différents tableaux cliniques et les différents éléments diagnostiques. Déficit de synthèse des acides biliaires. Erreur innée de la synthèse des acides biliaires sont des anomalies spécifiques affectant les enzymes intervenant dans les réactions menant du cholestérol aux acides choliques et kénodésoxycholiques dont on a parlé dans la physiopathie. À la naissance, donc elles peuvent apparaître à la naissance ou au début de l'enfance, ictère cholestatique, une carence en vitamine liposoluble et celle alcoolique ou graisseuse. Biologie, les transaminases sont élevées, mais gamma-GT est normale et une hyperbinérinémie peut être présente. Biopsie hépatique, on trouve un aspect des hépatocytes géantes. Et le diagnostic se fait par la recherche et l'identification des anomalies de la synthèse sur analyse urinaire et du sérum par spectrométrie de masse, afin d'établir l'absence et la forte réduction de certains acides biliaires. Donc, voilà les différents gènes impliqués dans les acides biliaires. Il y en a plusieurs, donc il y en a 5 qui sont vraiment recherchés et retrouvés. Donc, le tableau clinique, ce tableau va nous donner les différentes déficiences d'acides biliaires. Donc, vous voyez que le pronostic est excellent, à part le hydroxyde du type 7B1 qui ne répond pas. Il répond très bien à leur solvant, sauf celui-là, et avec une très bonne, excellente évolution sous traitement. Donc, il faut connaître, il faut traiter, car vous pouvez sauver facilement vos malades. Les maladies mitochondriales, elles font aussi partie des maladies de cholestase intrahépatique génétique, mais malheureusement, par des troubles neuromusculaires qui peuvent s'y associer et l'atteinte multiviscérale. Donc, c'est des pathologies à évolution décevante, pronostic mauvais. L'atteinte hépatique habituelle progressive et fatale par la suite. Plusieurs mutations ont été décrites et retrouvées. Et même l'indication de la transplantation ici n'est pas vraiment indiquée car la tête est multiviscérale et ça ne sert à rien. Donc, c'est des maladies à mauvais pronostic. Les noms génétiques, donc les embryophytopathies que vous cherchez à la période néonatale et après, la rubéole, la toxo, la CMV, la syphilis, les infections, surtout l'infection urinaire et Escherichia coli peuvent être induites par une inhibition du transport des cellules biliaires et provoquer une cholestase. La toxicité, surtout l'alimentation parentérale, qui peut être très toxique et donner une cholestase. Le déficit en cortisol ou bien les pathologies endocriniennes dans le cadre d'un hypopituitarisme ou déficit congénital en ACTH. Transitoire, donc, ou bien ce qu'on appelle la cholestase bénigne. 5 à 10% des cholestases nécessitent un diagnostic d'élimination. Il ne faut jamais y penser jusqu'à ce qu'on élimine toutes les autres pathologies et qui peut être dû à des facteurs, plusieurs facteurs multifactoriels, phosphate fœtale, ischémie, prématurité. Parfois, il y a une prédisposition génétique. La cholestase avec insuffisance hépatocellulaire précoce. On peut naître une insuffisance hépatocellulaire. Donc, 50% des causes, maladies héréditaires du métabolisme, risque infectieux très important, nombreuses possibilités thérapeutiques, traitements spécifiques parfois existent, suppression immédiate de certains, par exemple galactose, saccharose, dans l'hémochromatose néonatale, traitement, donc urgence thérapeutique. Car la cirrhose hépatocyte peut évoluer rapidement vers la cirrhose et les complications, les autres complications. La tyrosine, je vais parler de deux, tyrosinémie type 1 et la galactosémie. La tyrosinémie, c'est une maladie à transmission autosomique récessive, déficit en fumaryle acidoacétate, enzyme intervenant dans le catabolisme de la tyrosine, dans la forme néonatale aiguë. On a 2 à 6 semaines avec apparition directe d'une insuffisance hépatocellulaire avec des troubles digestifs, léthargie, œdème, une septicémie souvent est présente. Le diagnostic confirmé est par la détection de l'aminolevulinique et l'acide succinylacétone urinaire. Le traitement repose sur un régime restreint en tyrosine et la NTBC, la méthylzimone. La galactosémie peut apparaître dès les premiers jours de vie, tableau digestif avec une insuffisance hépatocellulaire chez le nourrisson allaité au sein, ou bien avec des formules contenant de lactose. Sans traitement, l'évolution est dramatique vers une insuffisance hépatocellulaire et rénale, sepsis et la mort. Une cataracte peut apparaître et elle peut évoluer rapidement pour son propre compte. Le diagnostic, c'est le spot test, mesure de l'activité du glucose 1 phosphore uridyltransférase dans les érythrocytes, la détermination d'un déficit de l'un des enzymes de la voie de métabolique, ils sont au nombre de 3. D'autres pathologies rares, elles sont nombreuses, cytopathie mitochondriale aussi, les infections, l'hémopathie, l'hémochromatose, la fructosémie et d'autres. Le traitement.
Le traitement est à deux volets, traitement symptomatique, traitement étiologique selon l'étiologie. Je vais parler beaucoup plus des traitements symptomatiques. Donc, devant toute cholestase chronique, il faut faire une vitaminothérapie. Vitamine K, 10 mg tous les 15 jours en IVL. Vitamine D, 200 000 unités tous les 3 mois en IM profond, sinon IV, si émission lipidique présente. Vitamine E et la vitamine A. L'acide ursodesoxycholique, donc le solvant, acide biliaire naturel, il est indiqué dans certaines pathologies, la crise biliaire, le syndrome d'Alagille, les cholestases familiales, le déficit des acides biliaires qui donne de très bons résultats, la muco et la cholestase associée à l'alimentation parentérale. La posologie, c'est 600 mg m² en 2 prises. Le prurite, recommandation, au début, il faut une hygiène de vie, donc les angles, hygiène, température, textile bien faite, et donner à 600 mg m². Ça ne marche pas, on donne la rifampicine, ça ne marche pas, on va aller vers des traitements beaucoup de deuxième intention. Et si ça ne marche pas, il y a indication chirurgicale, c'est les dérivations. L'alimentation, très importante, une cholestase chronique entraîne diminution des concentrations des acides biliaires avec les syndromes de malabsorption, qui, avec aussi augmentation de la dépense énergétique et donc malnutrition, avec retentissement sur la croissance et la puberté. C'est une alimentation hyper énergétique, hyperprotidique, hyperlipidique, hyperglycémique. En conclusion, j'ai des messages à retenir. Ne pas s'inquiéter à tort de la couleur blanche des selles. La précocité de la décoloration des selles est un argument très important en faveur du diagnostic d'atrésie des voies biliaires. Toute ictère se prolonge au-delà du 10e jour n'est pas physiologique. Porter par excès un diagnostic d'un ictère au lait de mer. Être rassuré à tort pour une courbe de croissance correcte. La croissance des enfants atteints d'atrésie des voies biliaires est le plus souvent normale pendant les premières semaines. Aussi l'interprétation de la couleur des selles par un régime ou un traitement inapproprié, LI synthétique, couleur des selles, fer, de couleur grise, l'amphitéricine, couleur orange. Être rassuré à tort par un compte rendu échographique décrivant une vésicule biliaire présente. La présence d'une vésicule biliaire n'exclut jamais le diagnostic d'une atrésie des voies biliaires limitée au canaux hépatique. Je vous remercie. Donc, je n'ai pas fait l'hépatite chez le grand enfant par manque de... Merci.